Bonjour, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis barman au Perchoir, ce rooftop parisien où les gens paient une fortune pour un cocktail et une vue sur les toits. Mon studio est juste en dessous, dans le Marais, un 6e étage sans ascenseur qui sent toujours un peu la poussière et le bois ancien. Je vis au rythme inversé de la ville. Le bruit des camions poubelles est mon réveil, et le silence de 4 heures du matin, mon moment de calme. Ma routine est une série de gestes répétés. Je me lève quand le soleil est déjà haut. Je bois un café froid en regardant les photos que j'ai développées la veille, accrochées avec des pinces à linge dans ma salle de bain. Le soir, je monte au bar, je coupe des citrons, je polis des verres jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. C'est un travail qui occupe mes mains et me permet de ne pas trop penser, ce qui me convient parfaitement. Parfois, en rangeant mes affaires, je tombe sur une vieille boîte à chaussures. Dedans, il y a des tirages que je ne regarde plus. L'un d'eux montre une fille qui rit, les yeux plissés par le soleil. Je le retourne toujours face contre le fond de la boîte avant de la refermer. Je repousse le carton sous mon lit, le bruit du frottement sur le parquet est la seule chose qu'on entend dans la pièce. Ça fait 1 an, mais mes mains hésitent encore. Ce soir-là, le bar est plein. La chaleur de juin monte des rues, se mêlant à la musique et au brouhaha des conversations. Je suis dans mon rythme, shaker en main, le froid du métal contre ma paume, le bruit des glaçons qui s'entrechoquent. Je sers un gin tonic, puis un autre. Mes mouvements sont automatiques. Je ne regarde pas vraiment les visages, juste les mains qui se tendent pour prendre les verres que je pose sur le comptoir. C'est là que je la vois. Elle est avec un groupe de femmes bruyantes qui fêtent quelque chose. Mais elle est silencieuse, un peu en retrait. Elle a une mèche argentée qui tranche dans ses cheveux bruns, coupés au carré. Elle tient son téléphone, mais son pouce reste immobile sur l'écran. Elle ne fait pas partie de la fête. Elle la regarde de l'extérieur, comme moi. Son tailleur a l'air cher, mais il semble trop rigide pour elle. Ses amis commandent du champagne. Elle demande juste un verre d'eau. Je remplis un verre. La condensation se forme immédiatement sur le verre froid. Je le pose devant elle, sur un sous-verre en carton. Nos doigts ne se touchent pas, mais je sens la chaleur de sa main près de la mienne. Je remarque ses ongles, parfaitement manucurés, qui tapotent nerveusement le pied du verre. Un rythme rapide et silencieux, qui trahit tout ce que son visage. Continue mon service, mais je garde un œil sur elle. Elle ne boit pas son eau. Elle regarde la ville s'illuminer. Une de ses amies lui dit quelque chose à l'oreille. Elle répond par un petit rire bref et contrôlé qui ne monte pas jusqu'à ses yeux. Ses yeux sont d'un gris acier, analytique. Elle passe un chiffon sur le comptoir juste devant elle, juste pour rester là, dans son orbite. Le bruit ambiant couvre presque tout, mais je me penche légèrement. Longue journée ? Je demande. Ma voix est plus basse que prévu. Elle sursauta à peine, puis tourna la tête vers moi. Elle m'a regardé, inclinant la tête sur le côté, comme si elle évaluait un argument. C'était un regard qui semblait voir à travers le tablier et le sourire de service. « Dire ça », dit-elle. Sa voix était claire, sans fioriture. Ses amis sont partis prendre des photos sur la terrasse. Elle est restée assise. « Finalement, je prendrai bien quelque chose de fort », dit-elle en poussant son verre d'eau vers moi. Je lui ai préparé un old-fashioned en prenant mon temps pour écraser le sucre et la mer. Je lui ai servi, le verre lourd et froid posé sur le même sous-verre. Elle a murmuré un merci, puis a fixé le zeste d'orange flottant dans son verre. Pendant l'heure qui a suivi, elle était restée là. Elle parlait peu, mais quand elle le faisait, c'était pour poser des questions sur les bouteilles derrière moi, sur la vue, jamais sur moi. J'ai appris son nom, Adèle. Entre 2 commandes, je revenais vers sa place et je répondais. Je me suis surpris à essuyer la même section du bar plusieurs fois, juste pour avoir une raison de ne pas m'éloigner. À un moment, j'ai fait une blague sur un client qui avait commandé un cocktail impossible. Et elle a ri. Pas le petit rire contrôlé d'avant, mais un vrai son qui a fait plisser le coin de ses yeux gris. J'ai arrêté de couper un citron, le couteau suspendu en l'air. Le bruit de son rire s'est détaché du vacarme du bar. J'ai oublié la phrase que j'allais dire ensuite, mon esprit complètement vide. La dernière commande est servie. Les gens commencent à partir. Je commence à nettoyer. Elle est toujours verre vide devant elle. Je m'approche. Je prends une éponge. Le perchoir est fermé, Adèle. Je fais une pause. Mes mains s'arrêtent sur le comptoir humide. Mais la vue est encore meilleure quand il n'y a plus personne. Le lever de soleil. D'ici, il faut voir ça au moins une fois. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a regardé son verre vide, puis les lumières de la ville qui commençaient à paraître moins vives. Passer une main dans ses cheveux, juste à côté de la mèche argentée, un geste lent, presque fatigué. Puis elle a hoché la tête, une seule fois.
un mouvement à peine perceptible. Je me suis retourné et j'ai commencé à empiler les verres sales sur un plateau, le bruit du verre contre le verre brisant le silence qui s'était installé entre nous. Nous sommes montés sur la petite terrasse de service, celle qui est interdite aux clients. L'air était plus frais ici, avec une odeur de métal humide et de pluie qui n'était pas encore tombée. J'ai tiré 2 tabourets en fer qui grinçaient et j'ai essuyé le siège de l'un d'eux avec le coin de mon tablier avant de le lui proposer. Elle s'est assise, serrant les bras de son tailleur autour d'elle. Je suis resté debout, les mains dans les poches de mon jean, sentant le froid du métal de mes clés à travers le tissu. Le silence est revenu, mais il était différent de celui du bar. Il était rempli des bruits lointains de Paris qui s'endormaient. Une sirène au loin, le claquement d'un volet métallique. Adèle n'a rien dit. Elle a sorti son téléphone, l'a regardé, puis l'a remis dans son sac sans l'allumer. J'ai ramassé une feuille morte qui traînait sur la balustrade et je l'ai effritée entre mes doigts, la laissant tomber dans le vide. Quand les premières lueurs sont apparues à l'horizon, une fine ligne rose derrière Montmartre, elle a légèrement penché la tête. Son visage, tourné vers l'est, a perdu un peu de sa dureté. Les ombres sous ses yeux semblaient moins profondes. Je me suis assis sur l'autre tabouret en gardant une distance. J'ai remarqué une petite cicatrice sur son menton, presque invisible, qui se révélait sous cet angle précis. Je n'ai pas posé de questions. On a parlé de choses sans importance. De la façon dont les toits de Paris ressemblent à une mer grise à cette heure-ci. Elle m'a dit qu'elle était avocate. Elle l'a dit d'un ton neutre, comme on donne la météo. Je lui ai dit que je prenais des photos, parfois. J'ai désigné mon appartement, 6 étages plus bas. Elle a suivi mon doigt du regard, puis a reporté son attention sur le ciel qui s'embrasait, les nuages passant de l'orange au violet. Pendant 1 semaine, je ne l'ai pas revue. Chaque soir, en polissant les verres, mon regard balayait la foule, cherchant une mèche argentée dans la masse. En vain. Développer des photos dans ma salle de bain, l'odeur de produits chimiques remplissant mon petit studio. J'ai accroché un portrait d'un vieil homme que j'avais pris près de la Seine. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait quelque chose de solide dans sa posture. Puis, jeudi suivant, elle était là, assise à la même place au comptoir. Elle portait une robe simple, pas un tailleur. Elle ne m'a pas salué, elle a juste posé son sac sur le tabouret à côté d'elle. J'ai pris un verre, mis un gros glaçon dedans, et j'ai commencé à préparer son old fashion sans qu'elle ait à le commander. Mes mains bougèrent toutes seules, le rituel était déjà inscrit dans mes muscles. J'ai sorti un stylo de la poche de mon tablier et j'ai griffonné quelque chose dessus. Corpse Reviver Numéro 2. Pour quand on a besoin de ressusciter. J'ai poussé le verre vers elle. C'était une excuse pour faire quelque chose, pour ne pas juste rester là à la regarder. Une use pour briser la routine avant même qu'elle ne commence vraiment. Elle a baissé les yeux sur mon écriture. Elle a pris le sous-verre, l'a fait tourner entre son pouce et son index. Ses ongles, toujours parfaits, produisaient un léger bruit de frottement sur le carton. Elle n'a pas souri. Elle a juste glissé le sous-verre dans son sac à côté de son téléphone, puis a pris une gorgée de son cocktail. Le geste était si délibéré, si contrôlé. C'était sa façon de dire qu'elle acceptait les règles de ce jeu silencieux. Alors, les jeudis sont devenus notre rendez-vous tacite. Elle arrivait vers 22h, quand le bar commençait à se calmer. Je lui préparais son verre. Parfois, on parlait. De films, de la chaleur étouffante de juillet, des touristes qui prenaient toujours les mêmes photos. Jamais de nous. J'ai remarqué qu'elle avait arrêté de porter sa montre de luxe. Ses poignets nus semblaient plus fragiles. Un soir, elle a soupiré en regardant son téléphone. Encore une fusion qui capote. Elle a dit ça pour elle-même, pas pour moi. Puis elle a semblé réaliser qu'elle avait parlé à voix haute. Elle a secoué la tête et a immédiatement changé de sujet. Vous avez pris des photos, récemment. Le changement était si brusque, un mur qui se remontait en une fraction de seconde. J'ai juste répondu « un peu » et j'ai continué à essuyer le comptoir. Je lui ai parlé de mon vieil appareil photo, un Minolta hérité de mon père. Je lui ai expliqué que la cellule pour mesurer la lumière était cassée. Je devais tout faire à l'instinct, en plissant les yeux, en sentant la chaleur du soleil sur ma main. J'ai mimé le geste, mes mains encadrant un portrait invisible dans l'air du bar. Je parlais pour combler le vide qu'elle avait créé, pour occuper l'espace. À écouter, la tête légèrement penchée, son regard d'avocate analysant mes mains. Il y avait quelque chose de différent. C'est curieux. Ils suivirent le mouvement de mes doigts. Quand j'ai réalisé qu'elle me regardait comme ça, j'ai laissé tomber mes mains. J'ai senti mes joues chauffer. J'ai attrapé une bouteille et j'ai fait semblant de vérifier l'étiquette.
Un jeudi d'août, un orage a éclaté. La plupart des clients sont partis. Elle est restée, seule au comptoir, à regarder la pluie frapper les baies vitrées. Le bruit des gouttes sur la verrière couvrait la musique. La mèche argentée dans ses cheveux semblait presque blanche sous les lumières tamisées. Elle avait l'air épuisée, les épaules légèrement voûtées. Elle a fait tourner le glaçon dans son verre avec son doigt. Je lui ai préparé un café sans qu'elle le demande. Je lui ai dit que c'était la maison qui offrait, pour les courageux qui affrontèrent le déluge. Pendant la tasse chaude, nos doigts se sont frôlés. Juste un contact, une seconde de chaleur de sa peau contre la mienne. J'ai retiré ma main trop vite, comme si je m'étais brûlé. Elle n'a rien serré la tasse entre ses deux mains et a regardé les éclairs zébrer le ciel. Que d'habitude ce soir-là. En enfilant son imperméable, le petit sous-verre en carton est tombé de sa poche. Il a atterri face écrite sur le sol humide. Elle s'est baissée pour le ramasser. Elle l'a regardé un instant, puis l'a glissé délibérément dans la poche intérieure de son sac, celle avec une fermeture éclair. Avant de se tourner, elle a levé les yeux vers moi. C'était tout. Le mois de jeudi venait de basculer. Le mois qui a suivi a transformé nos jeudis en un rite. L'automne commençait à teinter les feuilles des arbres le long de la serre du soir était plus vif. Je posais son sac, et je commençais à préparer son old fashioned. Le verre en carton n'était plus sur le comptoir. Et parfois si elle l'avait jeté. Puis je chassais cette pensée en secouant plus fort que nécessaire mon shaker, le bruit des glaçons remplissant le vide. Un soir, alors que je lui tendais son verre, elle a sorti le sous-verre de la poche de son manteau et l'a posé sur le comptoir. Mon écriture était un peu effacée. Elle l'a lissé avec son pouce, un geste lent, presque tendre. Puis elle a posé son verre dessus. Elle n'a rien dit. J'ai hoché la tête, une seule fois, avant de me retourner pour prendre une autre commande. Mes mains étaient parfaitement stables, mais j'ai dû relire 3 fois le nom du cocktail sur le ticket. On a commencé à parler de choses plus personnelles, par fragments. Un soir, elle m'a raconté qu'elle avait grandi à Brest, que l'odeur de l'océan lui manquait parfois. Elle a dit ça en regardant par la baie vitrée, comme si elle pouvait voir la mer par-delà les toits de Paris. J'ai essuyé une goutte de condensation sur le bar avec mon chiffon, suivant le trajet de l'eau avec une concentration absolue, juste pour ne pas la regarder de trop près. Elle a commencé à me poser des questions sur mes photos. Je lui ai décrit les portraits que j'aimais prendre, les visages marqués par le temps. Je lui ai parlé de mon père, de son vieil appareil Minolta, de la façon dont il m'avait appris à voir la lumière. En parlant de lui, j'ai passé la main sur ma nuque, un vieux tic. Elle a écouté sans m'interrompre, son regard gris acier posé sur mes mains qui gesticulaient maladroitement. Je dis, elle est arrivée plus tard que d'habitude. Les ombres sous ses yeux étaient en plus marquées. Elle a commandé son verre, et quand je lui ai servi, elle a dit d'une voix neutre « J'ai croisé mon ex-mari aujourd'hui, avec sa nouvelle femme. » Elle a pris une gorgée, le glaçon a heurté ses dents. J'ai continué à polir un verre déjà propre, le faisant tourner encore et encore sous la lumière. Le son du frottement du tissu était la seule réponse que je pouvais lui donner. Elle a ri, petit rire bref et contrôlé que je connaissais. Il m'a dit que j'avais l'air fatigué. C'était sa façon de dire que j'avais vieilli. Hausser les épaules, un mouvement trop étudié pour être naturel. J'ai arrêté de polir le verre. Je l'ai reposé sur le tapis en caoutchouc avec un bruit sourd. J'ai attrapé une orange et j'ai commencé à empeler le zeste avec une précision chirurgicale, la spirale orange tombant parfaitement sur ma planche. La semaine d'après, pour la première fois, elle n'est pas venue un jeudi. Le bar m'a semblé trop bruyant, les lumières trop vives. J'ai servi des cocktails machinalement, renversant un peu de gin sur le comptoir. J'ai nettoyé la tâche, puis je l'ai nettoyée à nouveau. Vers minuit, j'ai sorti mon téléphone et j'ai fixé l'écran vide. Je n'avais pas son numéro. J'ai rangé le téléphone et j'ai senti le poids de mes clés dans ma poche. Elle est revenue le samedi. C'était la première fois qu'elle venait un autre jour. Elle portait un jean et un simple pull en cachemire. Ses cheveux n'étaient pas parfaitement coiffés. Elle s'est assise et a dit « Je suis désolé pour jeudi ». Je me suis contenté de secouer la tête et j'ai commencé à préparer son verre. Le simple fait de la voir là, dans sa tenue décontractée, a desserré un nœud que je n'avais même pas senti se former dans ma poitrine. Ce soir-là, on a quitté le bar ensemble pour la première fois. Je lui ai proposé de lui montrer ma chambre noire, une excuse pour prolonger la soirée. On a marché dans les rues silencieuses du Marais. L'air sentait la pluie et les feuilles mouillées. Nos épaules se sont frôlées. Personne n'a bougé pour s'écarter. On a continué à marcher comme ça, un contact intermittent qui envoyait des ondes de chaleur à travers mon manteau. Mon odeur de produits chimiques flottait dans l'air.
J'ai allumé la lumière rouge de la chambre noire. Des photos étaient suspendues à des fils, se balançant doucement dans le courant d'air. Elle s'est approchée sans rien toucher. Elle a regardé un portrait d'une vieille femme, ses doigts effleurant à peine le coin du papier photo. Ses mains, d'habitude si nerveuses, étaient parfaitement immobiles. Je lui ai montré comment l'image apparaissait lentement dans le bain du révélateur, comme un fantôme qui prendrait forme. Je lui ai expliqué le processus, ma voix basse dans la petite pièce éclairée en rouge. Elle était debout près de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son bras. Je me suis concentré sur la pince que je tenais, la faisant basculer d'avant en arrière dans le bac. Le liquide clapota doucement contre les bords en plastique. C'est là, dans la pénombre rouge, qu'elle m'a parlé. 5 ans de mariage, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le bruit de l'eau. Je pensais que c'était ça, la vie. Construire quelque chose. Mais à la fin, il ne restait plus rien de moi. Juste l'avocate, l'épouse. J'avais disparu. Elle a tracé une ligne invisible sur la table de travail avec son doigt. Le geste était lent, définitif. Quand c'est fini, tu te fais une promesse, une règle. Plus jamais ça, plus jamais laisser quelqu'un s'approcher à ce point. Elle a levé les yeux vers moi. Dans la lumière rouge, ses yeux gris acier semblaient presque noirs, profonds. C'est juste plus simple comme ça. J'ai sorti la photo du bain, les plongé dans le suivant. Le silence s'est étiré, rempli seulement du goutte à goutte du papier photographique. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas proposé de solution, ni de platitude réconfortante. J'ai juste fini de développer la photo. J'ai allumé la lumière blanche. La photo était nette. Le visage de la vieille femme nous regardait, ses yeux pleins d'une sagesse que je ne possédais pas. J'ai accroché la photo à la pince à linge. Mes doigts ont tremblé un peu en la relâchant. J'ai senti son regard sur mon profil. On est retourné dans la pièce principale. La vue depuis ma fenêtre donnait sur une cour intérieure sombre. Elle s'est approchée, regardant les autres fenêtres, certaines allumées, d'autres éteintes. Parfois, j'ai l'impression que tout Paris est rempli de gens qui suivent des règles qu'ils se sont fixées pour ne pas avoir mal, dit-elle doucement. Elle a posé sa main sur la vitre froide, laissant une légère buée. Je me suis approché et je lui ai préparé un thé. Mes gestes étaient lents. J'ai fait chauffer l'eau, j'ai sorti 2 tasses, pas les mêmes. La sienne était une vieille tasse en porcelaine un peu ébréchée que j'aimais bien. Les doigts se sont touchés quand elle l'a prise. Quoi ? Aucun de nous n'a retiré sa main trop vite. L'acte a duré 1 seconde de plus que nécessaire. J'ai bu son thé en silence, assise sur le seul fauteuil de mon studio, celui dont le ressort grince un peu. Elle avait assis sans le comptoir du bar et la foule autour. Sa mèche argentée captait la lumière de ma lampe de bureau. J'ai remarqué qu'elle avait laissé le sous-verre sur la table de la chambre noire, à côté des bacs de produits chimiques. Il était là, comme une encre. Quand elle a fini son thé, elle a posé la tasse sur une pile de livres. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la porte. Je l'ai suivie. Dans le couloir étroit, elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi. On était si proches que je pouvais voir le léger frémissement de ses cils. Mon cœur a cogné une fois, fort, contre mes côtes. J'ai mis mes mains dans mes poches pour ne pas faire quelque chose de stupide. Elle a levé la main, lentement, et a touché la cicatrice sur mon sourcil, celle que je tiens d'une chute d'enfance. Son doigt était frais. « Comment tu sais ça ?» a-t-elle demandé. Sa voix était un murmure. Je suis tombé d'un arbre. J'ai répondu, ma propre voix plus rauque que d'habitude. Elle a laissé son doigt là 1 seconde de plus, puis sa main est retombée le long de son corps. Elle a ouvert la porte. Avant de partir, elle s'est retournée. Merci pour le thé, Léo. C'était la première fois qu'elle utilisait mon prénom sur un ton qui n'était pas celui d'une cliente. Elle m'a offert un demi-sourire, un vrai cette fois, qui a atteint ses yeux et les a fait passer du gris acier au gris d'un ciel d'orage. Puis elle est partie, et je suis resté là, la main sur le cadre de la porte, sentant encore la fraîcheur de son doigt sur ma peau. Je suis resté là, dans l'encadrement de la porte, le bois frais sous ma paume. L'air du palier sentait la cire et le froid de la nuit. Elle était à un pas de moi, sa silhouette découpée par la faible lumière du couloir. Elle a baissé les yeux sur le seuil, comme si une ligne invisible y était tracée. Sa main, qui tenait la lanière de son sac, s'est crispée. J'ai entendu le cuir grincer doucement. Le silence s'est étiré, rempli seulement par le bourdonnement lointain de la ville. Elle a relevé la tête, mais son regard a glissé sur mon épaule, fixant un point dans le vide derrière moi. « Juste une nuit », a-t-elle murmuré, sa voix si basse que j'ai presque cru l'avoir imaginée.
Sans attache. Les mots sont restés en suspension entre nous, froids et précis comme des éclats de verre. Ma main a glissé du cadre de la porte. Je l'ai laissé tomber le long de mon corps, sentant soudain le poids de mes propres doigts. Je n'ai pas répondu. Je me suis juste écarté pour la laisser rentrer. La nuit a été une longue conversation à voix basse, ponctuée par le bruit des voitures passant dans la rue. Assis sur le parquet de mon studio, le dos contre le canapé usé, je faisais tourner un vieux bouchon d'objectif entre mes doigts, le plastique lisse et froid sous mon pouce, pendant qu'elle me racontait ses études d'histoire de l'art, avant le droit. Elle a dessiné du bout de l'ongle les contours d'une tache sur le plancher, un geste absent qui en disait long. Je lui ai montré mes photos, pas celles dans la boîte, mais celles que j'aimais bien. Des portraits de passants, des mains de travailleurs, des visages dans le métro. Elle les a regardés une par une, les tenant par les bords avec un soin inattendu. Elle s'est arrêtée sur celle du vieil homme près de la Seine. Elle a passé son pouce sur le papier glacé, juste au-dessus des rides au coin de ses yeux. « Tu vois les gens ?» a-t-elle dit, sans me regarder. « Pas juste ce qu'ils montrent. » À un moment, je me suis levé pour nous chercher de l'eau. Le bruit du robinet a rempli la petite cuisine. Dans le reflet de la fenêtre sombre, j'ai vu nos deux silhouettes, immobiles, à quelques mètres l'une de l'autre. Je lui ai tendu un verre. Nos doigts se sont effleurés, un contact bref, électrique. Elle a bu une gorgée, puis a posé le verre sur une pile de livres, laissant un anneau humide sur la couverture en carton. Le bruit du verre contre le papier a résonné dans la pièce. Elle a parlé de son mariage. Pas des détails, mais de la sensation. « C'est comme porter un manteau trop lourd », a-t-elle dit en regardant ses propres mains. « Au début, il te tient chaud. Puis tu oublies comment bouger sans lui. Tu oublies même la forme de tes propres épaules. » Elle a serré ses bras autour d'elle, un geste de protection instinctif, même s'il n'y avait plus de manteau à porter. J'ai ramassé le bouchon d'objectif que j'avais fait tomber et l'ai mis sur un appareil posé au sol. J'ai sorti la vieille boîte à chaussures de sous mon lit. Je ne l'ai pas ouverte, je l'ai juste posée entre nous. Ma dernière relation, j'ai commencé, ma voix un peu rauque. C'est moi qui avais peur, peur de ne pas être assez. Alors j'ai tout laissé s'effondrer. J'ai tapoté le couvercle en carton avec mon index. Le son était mat, creux. Adèle a posé sa main à côté de la mienne, sur la boîte, sans la toucher. Ses ongles parfaits brillaient faiblement. Quand les premières lueurs de l'aube ont commencé à filtrer à travers la verrière de l'atelier, la conversation s'est éteinte. La magie de la nuit s'est évaporée avec l'obscurité. J'ai vu son corps se raidir, les épaules se redresser. Elle a jeté un coup d'œil à son sac, posé près de la porte. Le silence qui s'est installé était différent, plus lourd. J'ai commencé à ranger les verres vides, le bruit du verre contre l'évier en métal brisant la quiétude. Sans un mot, elle s'est levée. Ses mouvements étaient redevenus ceux de l'avocate, précis, efficaces, sans une hésitation. Elle a enfilé ses chaussures, a lissé sa robe. Elle a attrapé son sac. Je l'ai regardé faire, debout près de mon plan de travail, une éponge humide à la main. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé l'espace qu'elle occupait sur mon plancher se vider, redevenir un simple morceau de bois. Elle était à la porte, la main sur la poignée. Elle s'est tournée vers moi, un sourire poli et distant sur les lèvres, le même qu'elle devait donner à ses clients. Et pour cette nuit, Léo. C'était une formule de politesse, une fin de transaction. Elle a commencé à tourner la poignée en laiton. J'ai fait un pas en avant, puis un autre. J'ai posé ma main sur la porte, juste au-dessus de la sienne, bloquant le mouvement. Le bois était froid sous ma paume. Ma main est restée sur la porte, le bois frais sous mes doigts. L'air entre nous était devenu lourd. Chaque seconde s'étirait. Son souffle était court, presque inaudible. Je pouvais voir le léger tremblement de sa main sur la poignée en laiton. Elle n'a pas essayé de forcer le passage. Elle a juste attendu, son regard fixé sur mes doigts, comme si elle essayait de comprendre mon geste. J'ai senti le pouls dans mon poignet martelé contre le silence de l'appartement. J'ai baissé les yeux vers elle, rencontrant son regard gris acier, maintenant teinté d'une confusion palpable. Les mots sont sortis avant que je puisse les retenir, un murmure qui a brisé la tension. Et si je voulais m'attacher? La question est restée suspendue dans l'air, simple, dépouillée de toute fioriture. J'ai senti mes propres doigts se crisper sur le bois, le grain rugueux s'imprimant dans ma paume. C'était tout ce que j'avais, cette question. Un petit rire nerveux lui a échappé, un son bref et sans joie. Elle a secoué la tête, comme pour chasser une pensée absurde.
C'est une blague ?» a-t-elle demandé, essayant de retrouver le ton détaché qu'elle avait quelques instants plus tôt. Elle a tenté de retirer sa main de la poignée, un mouvement faible, presque une formalité. Elle s'attendait à ce que je rie aussi, que je m'écarte et que je la laisse partir, que je respecte les règles. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas souri. Je l'ai juste regardé, laissant le silence répondre à sa place. J'ai maintenu son regard, sans ciller, lui montrant tout ce que je n'arrivais pas à dire. La lumière du matin qui entrait par la fenêtre a attrapé la mèche argentée dans ses cheveux. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Son propre sourire s'est effacé lentement, vague qui se retire, laissant le sable nu. Les lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Ses yeux, d'habitude si perçants, se sont remplis d'une lueur humide. Elle a cligné des yeux, une fois, deux fois, une goutte a roulé sur sa joue. Elle ne l'a pas essuyée. Sa main a lâché la poignée de la porte et est venue se crisper sur la lanière de son sac, ses jointures devenant blanches. Elle a détourné le regard, fixant un poing sur le parquet usé à côté de mes pieds. Sa voix était à peine un souffle quand elle a parlé. Pourquoi vouloir compliquer quelque chose de si simple? C'était une dernière tentative, une dernière barricade érigée à la hâte. Elle a relevé la tête, son menton tremblait légèrement. La question n'était pas pour moi, je crois. C'était pour elle, pour toutes les règles qu'elle s'était imposées pour survivre. J'ai senti un nœud se desserrer dans ma propre gorge, laissant la place à une clarté soudaine. J'ai retiré ma main de la porte, lentement, pour lui montrer qu'elle était libre de partir. Rien avec toi n'a semblé simple depuis le premier mot. Les mots étaient les miens, mais ils semblaient me venir d'un endroit plus profond, plus honnête. Je les ai laissés flotter entre nous, une vérité simple et irréfutable. J'ai reculé d'un pas, lui donnant l'espace. Le choix lui appartenait entièrement maintenant. J'ai glissé mes mains dans les poches de mon jean. Le son a été sec, définitif. Le sac en cuir a heurté le parquet avec un bruit sourd qui a résonné dans tout le studio. Il est resté là, affalé sur le sol, abandonné. Elle n'a même pas regardé où il était tombé. Ses yeux étaient fixés sur les miens, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Sa main, libérée du poids du sac, est restée suspendue en l'air un instant, avant de retomber mollement le long de son corps. Son autre main, celle qu'elle tenait fermée, s'est ouverte. Dans sa paume, il y avait le petit sous-verre en carton du perchoir, un peu écrasé. Mon écriture était presque illisible. Elle l'a regardé comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle n'a pas parlé. Elle a juste fait un pas en avant, s'éloignant de la porte, revenant à l'intérieur de l'appartement. Le seuil était franchi, cette fois dans l'autre sens. Elle s'est approchée de la petite table où nous avions laissé nos verres d'eau. Avec une lenteur infinie, elle a déposé le sous-verre sur le bois. Pas un geste pour le jeter, mais pour le poser, comme on dépose une offrande. C'était sa réponse. Un morceau de carton humide et une décision silencieuse. J'ai senti l'air revenir dans mes poumons. Je n'avais même pas remarqué que je retenais mon souffle depuis tout ce temps. Je me suis retourné et j'ai fermé la porte. Le clic du peigne dans la gâche a semblé sceller quelque chose. Pas une promesse. Pas un engagement formel, mais juste la fin d'une nuit et le début d'un jour. Un jour que nous allions commencer ensemble. Je me suis appuyé contre la porte un instant, fermant les yeux. L'odeur de son parfum se mêlait à celle du café froid et des produits chimiques de ma chambre noire. J'ai rouvert les yeux, elle était toujours là, près de la fenêtre, regardant la rue qui s'éveillait. Elle s'est retournée vers moi, un regard neuf, dépouillé de toute son armure. La lumière du matin dessinait les contours de son visage, effaçant les ombres de la nuit. J'ai traversé la pièce et me suis arrêté devant elle. J'ai levé la main et avec mon pouce, j'ai doucement essuyé la trace d'une larme sur sa joue. Sa peau était chaude. Elle n'a pas reculé. Elle a fermé les yeux, s'appuyant légèrement contre mon contact. Ce simple geste contenait plus de confiance que toutes les conversations de la nuit. J'ai laissé ma main retomber. Il n'y avait rien d'autre à dire. Les règles avaient été brisées. Le jeu était terminé. Il ne restait que nous deux, dans la lumière d'un matin parisien, avec la complication d'un sentiment qui commençait à peine à prendre forme. Je suis allé dans la cuisine et j'ai rempli la bouilloire. Le bruit de l'eau courant dans l'évier en métal était le seul son dans l'appartement. C'était un geste banal, quotidien. Mais aujourd'hui, il semblait différent. Je lui ai préparé un thé, dans la tasse en porcelaine ébréchée que je lui avais déjà donnée. Je lui ai tendu la tasse chaude. Elle l'a prise entre ses deux mains, ses doigts effleurant les miens. « On commence par un thé », j'ai dit doucement. C'était une question et une promesse. Le bruit de la cafetière qui crépite est devenu mon nouveau réveil.
6 mois ont passé depuis le jour où son sac est tombé sur mon parquet. Chaque matin, je me lève avant elle, je prépare 2 cafés, pas un seul. Je lui apporte sa tasse, la même en porcelaine, et est encore à moitié endormie, ses cheveux en désordre, la mèche argentée perdue dans la masse brune. Elle prend la tasse, ses doigts chauds frôlant les miens, et murmure un merci qui se perd dans un bâillement. Je m'assieds au bord du lit, et je regarde Paris s'éveiller par la fenêtre. Son monde a envahi le mien, en douceur. Ses dossiers juridiques, reliés en cuir, sont empilés sur ma petite table, à côté de mes bacs de produits chimiques pour la photo. Parfois, je la regarde travailler, son stylo cher glissant sur le papier, le front plissé. Elle incline toujours la tête sur le côté quand elle se concentre, ce geste d'avocate que je connais si bien. Je nettoie un de mes objectifs avec un chiffon doux. Le mouvement circulaire et répétitif est apaisant. Un contrepoint silencieux au tapotement de son stylo. Il y a encore des jours où je vois l'armure revenir. Un appel du bureau, un dossier compliqué. Ses épaules se raidissent, son regard redevient gris acier. Elle attrape son téléphone, le pouce planant au-dessus de l'écran. Je ne dis rien. Je me lève, je lui pose une main sur la nuque, juste un instant. Je la sens expirer lentement sous ma paume. Elle repose son téléphone, écran vers le bas, et se retourne vers la fenêtre. Le combat n'est pas fini, mais maintenant, elle ne le mène plus seule. L'autre jour, en cherchant un vieux négatif, j'ai sorti la boîte à chaussures dessous le lit. Je l'ai tenue un instant. Je n'ai pas eu besoin de l'ouvrir. J'ai juste senti le poids du carton dans mes mains, puis je l'ai repoussé à sa place. Le bruit de frottement sur le parquet était le même, mais il ne sonnait plus creux. J'ai levé les yeux. Adèle était sur le canapé, un de mes livres de photos sur les genoux, un léger sourire aux lèvres. Mon passé était rangé, mon présent était assis juste là. On est retourné au perchoir une fois, un soir de semaine calme. On s'est assis au bar, à nos anciennes places. J'ai commandé 2 old fashioned au nouveau barman, un jeune qui avait l'air aussi perdu que moi à mes débuts. Adèle a ri, ce vrai rire qui fait plisser ses yeux. « Je me souviens de ta blague sur le cocktail impossible », a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête en faisant tourner le glaçon dans mon verre. La vue était la même, mais nous la regardions de l'autre côté du comptoir, ensemble. Le petit sous-verre en carton est maintenant posé sur mon bureau. Il n'est pas encadré, ni mis en valeur. Il est juste là, calé contre un pot rempli de stylos, à côté d'une photo que j'ai prise d'elle un matin, où elle rit, les yeux plissés par le soleil qui entrait par la fenêtre. Parfois, en passant, mon doigt effleure le carton usé. Ce n'est plus un souvenir d'une nuit, c'est la fondation discrète de tous les jours qui ont suivi. C'est juste une partie du paysage de notre vie. Nos soirées sont simples. Souvent, on ne parle pas. Elle lit, sa tête posée sur mon épaule, pendant que je retouche des photos sur mon ordinateur. La lumière de l'écran éclaire son visage. Ferme, je prends délicatement le livre de ses mains, je marque la page avec un vieux ticket de métro, et je le pose sur la table basse. Je ne bouge pas pour ne pas la réveiller. Je reste dans le silence, à sentir le poids rassurant de sa confiance contre moi. Garde dormir, sa respiration calme et régulière. Je pense à cet homme que j'étais, celui qui polissait des verres pour ne pas penser, celui qui avait peur de s'attacher. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, quelles règles nous briserons ou inventerons. Mais je sais une chose. Je me suis penché et j'ai déposé un baiser sur sa mèche argentée. Demain, je me lèverai le premier. Et je ferai couler 2 cafés, pas un seul. C'est un début. C'est tout.